Depuis toujours, il me semble que j'étais féministe, sans avoir le mot. Mais j'avais l'attitude de lutter pour la justice sociale, pour l'équité pour les femmes et pour les démunis, les personnes vulnérables. Alors ça, c'est des éléments qui me motivent depuis que je suis toute petite. Et puis, comme anthropologue, parce que j'ai fait mes études en anthropologie aussi, alors lutter pour l'acceptation de la diversité, mais sans les compromis que certaines personnes font au nom du relativisme culturel, la diversité, la différence. Ils acceptent de faire des compromis sur les droits des femmes. Ça, j'ai jamais accepté ça. Et puis, on est nombreuses au Québec à ne pas l'accepter. L'oppression des femmes est partout dans le monde et c'est pour ça qu'on l'a appelé le féminisme universaliste et non pas seulement pour des petits groupes, mais pour toutes les femmes. J'avais 12 ans lors de l'année internationale de la femme et pour moi, ça m'a vraiment ouvert à la situation des femmes à travers le monde et de sentir cette solidarité. Il y avait quand même des figures tutélaires. Indira Gandhi dirigeait l'Inde, Golda Meir, Israël, et celle qui est ensuite devenue ma belle-mère, Marie-Claire Kirkland-Casgrain. Donc, j'avais ce regard. Également des journalistes, Judith Jasmin, on vient de souligner les 50 ans de sa mort et très peu de reportages, en fait aucun, ont fait état du fait qu'elle était une fondatrice du mouvement laïque de langue française dans les années 60, donc non seulement militante, fondatrice. On peut se questionner quel journaliste aurait ce courage actuellement. J'ai lu un livre dans lequel Michel Sirois avait écrit un article, Les réagents. Il y a une phrase qui m'a vraiment comme appelée, là. Elle disait « C'est pas en raison de leur identité de genre que les petites filles se font exciser en Afrique. » Et ça a l'air banal, mais j'avais jamais vu les choses de cette façon-là. Puis, disons que, en une phrase, tous les petits signaux d'alarme qui s'étaient allumés depuis quelques années, c'est comme si tous les morceaux d'un casse-tête s'étaient placés, puis que là, je voyais l'image au complet. Alors là, je me suis dit, OK, c'était par rapport à l'identité de genre, puis les conflits de droits entre les personnes trans et les femmes. Et dans le milieu dans lequel je travaille, c'est une question qui est hautement morale. Donc, quand on remet en question certains principes qui sont considérés par certains comme des principes moraux, on risque d'avoir des problèmes. Quand il s'agit d'un emploi, c'est quand même important. Donc, c'est pour ça que je préfère garder l'anonymat. Pour moi, il y a un universalisme qui ne doit pas souffrir d'infractions, d'exceptions dérogatoires. Et donc, j'étais particulièrement sensible au fait, avec la montée de l'islamisme et de l'espèce de lâcheté de la gauche qui acquiesçait à des demandes qui étaient dérogatoires vis-à-vis des femmes, telles que considérer que le voile, c'était finalement juste un habit alors que ça ne l'était pas. Donc j'étais sensibilisé à ce fait-là, qu'au travers d'une volonté de tolérance vis-à-vis d'un certain groupe, on allait profondément réprimer les droits d'un autre groupe beaucoup plus fondamental de l'humanité, les femmes. Donc ça, c'était une des raisons. L'autre, c'est que j'ai une fille et que pour moi, il me serait insupportable qu'elle n'ait pas exactement les mêmes droits et les mêmes protections que les hommes. J'étais une militante LGBTQ, le restant de l'acronyme, là. Je militais aussi pour les droits des femmes, mais plus du côté intersectionnel. Parce que moi, à l'école, puis je pense beaucoup de personnes de ma génération, tu sais, nous, on a été éduqués un peu, je pense surtout au niveau du cégep, l'université, que la prostitution, c'est une façon de s'émanciper. C'est pas de la prostitution, c'est du travail du sexe. L'inclusion des personnes trans, c'est les personnes les plus martyrisées de la planète. Fait qu'il faut toujours inclure. Puis porter le foulard, ben, c'est comme une forme d'émancipation parce que c'est un choix vestimentaire.
Puis je pense qu'à force de côtoyer ce mouvement-là, je me suis rendu compte que ça fonctionnait pas du tout avec mes valeurs. C'est qu'il existe une loi depuis plusieurs années au Canada qui criminalise la prostitution, mais pas pour les femmes. C'est la loi C-36. C-36, ça a été passé du temps de la fin du règne de Stephen Harper. Et puis, à cette époque-là, les conservateurs, d'après moi, ils connaissaient pas grand-chose au dossier, puis ils se sont fiés à certains rapports. Puis le bonheur a fait qu'ils ont pondu une loi qui rendait la prostitution illégale, mais pour les hommes. La pratique, c'est que les hommes, ils peuvent être criminalisés s'ils font usage de la prostitution, mais ça décriminalise la prostitution pour les femmes. C'est intéressant parce que pour lutter contre la prostitution, il faut avant tout ne pas punir les victimes. À mon avis, à moi, c'est à peu près la meilleure loi qu'on pouvait passer parce que ça rejoint l'idéologie que supportait PDF Québec, qui était l'abolition de la prostitution. Je tiens à souligner ce soir qu'on a plusieurs générations qui sont présentes. Ça va de 14 ans à 92 ans. C'est la preuve que le droit des femmes, ça parle à toutes les générations. Et ça, je tiens à souligner, lorsqu'on va lire la plateforme, vous allez voir, les femmes qui vont venir lire la plateforme représentent l'ensemble de ces générations. Il faut se rappeler parce que souvent on a l'impression que le féminisme, ce n'est plus d'actualité. Ce n'est pas vrai. Je suis heureuse de me retrouver dans la foulée des luttes menées dans les années 70, dans ce qu'on a appelé la deuxième vague du féminisme, laquelle aspirait, comme vous le savez, ni plus ni moins, à la mise à plat du patriarcat. C'est donc dans un combat aux faces multiples que je m'engage. Je m'y engage avec détermination et je l'assumerai tant que j'en aurai les capacités physiques et mentales. Je ne peux pas vous cacher que je n'ai pas beaucoup d'avenir devant moi, mais enfin, je vous remercie tous et toutes de me faire confiance. Nous voulons l'égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité avec toutes les femmes d'ici et d'ailleurs, le respect de la dignité des femmes, une plus grande justice sociale et la laïcité de l'État québécois. De par cette Convention internationale de l'ONU, signée entre autres par le Canada et entérinée par le Québec, les États se sont engagés à prendre toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour modifier ou abroger toutes les lois, dispositions réglementaires, coutumes ou pratiques qui constituent une discrimination à l'égard des femmes. En luttant contre la propagande haineuse contre les femmes, en refusant ces nouvelles définitions du féminisme qui servent des intérêts sectaires ou communautaristes au détriment des droits des femmes. Je pense que le train de PDF Québec arrive en gare à point nommé et j'ai eu envie de le prendre, d'en faire partie à son premier départ. La raison pour laquelle je suis si touchée par la présence des gens autour d'ici, c'est parce que je suis non seulement la fille de féministes, mais je suis aussi la fille d'hommes féministes, d'un grand-père féministe. Toutes ces personnes-là qui sont ici, l'avenir que je voyais un peu incertain est maintenant assuré pour les femmes. Je sais qu'il y aura de la relève. Depuis mon installation au Québec en 2001, je pensais avoir laissé derrière moi le patriarcat, la misogynie et leurs droits rétrogrades, et leurs lois rétrogrades. Ont passé ma vie rattrapée. En septembre 2005, le Canada s'est mis à aborder la question des tribunaux islamiques. En 2007, les accommodements raisonnables et à présent, le refus de la laïcité. Je suis très fière d'être parmi vous pour ce moment historique et j'apprécie la qualité de mes nouvelles consoeurs et la complémentarité de nos expériences, de notre engagement. Petite anecdote, parce que je veux vous la raconter, parce que ça veut dire qu'il y a encore de l'espoir quand même. Quand ma mère s'est mariée au mois d'avril 1949, elle portait le voile. Et la personne qui l'a libérée est un homme arabe, son mari, qui lui a dit, en la voyant voilée, « Tu vas m'enlever ça parce qu'avec moi, ça ne marche pas. »
défaut d'avoir notre propre parti politique, parce que ça pourrait être un jour quelque chose qu'on pourrait mettre en place, je peux vous dire qu'on va travailler très fort pour garder PDF Québec comme projet politique et s'assurer que toutes nos demandes, les besoins seront portés aux partis politiques. Je suis de celles qui prônent l'action. Dans son salon, on ne peut pas changer grand-chose. Mais ensemble, à plusieurs, avec une vision claire de nos objectifs, on peut énormément faire de choses et faire avancer la cause des femmes et je dirais la cause de toute la société québécoise. Quand on regarde du début à 10 ans après, ce qu'on se rend compte, c'est que le féminisme radical a besoin d'un lieu pour s'exprimer et PDF Québec le représente bien. C'est un lieu de discussion fort intéressant et, à mon avis, important. Quand je pense à PDF Québec, je pense évidemment à Diane Guilbeault, lorsqu'elles étaient sorties d'une réunion de la FFQ, à laquelle on avait adopté des résolutions favorisant ou promouvant le port du voile par les fonctionnaires de l'État. Et aussi, on avait parlé de la décriminalisation, ou en tout cas la légalisation de la prostitution. C'était pour Michel et Diane un signe d'avilissement des femmes. La laïcité, c'est essentiel pour arriver à l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est pas suffisant, mais c'est essentiel, parce que toutes les religions ont, malheureusement, en raison de l'époque où elles ont été créées, elles sont le reflet de la discrimination, de l'infériorisation des femmes. Les femmes et le bétail, c'était à peu près dans la même catégorie il y a 2000 ans, il y a 1500 ans, il y a 500 ans. Donc... Et moins que ça. Et moins que ça. J'essaie d'être polie pour nos sociétés, mais jusqu'à encore très, très, très récemment, légalement, les femmes étaient les inférieures des hommes. Et ça, c'était le reflet parce qu'il y avait des lois religieuses avant les lois démocratiques. On parle du droit canon, on parle de la charia, on parle du Talmud. Toutes les religions avaient leur système de loi qui emprisonnait particulièrement les femmes dans un rôle de subalterne, d'inférieur, donc avec des droits très limités. Alors, l'émancipation des femmes, puis je vais parler plus particulièrement du Québec, l'émancipation des femmes passe obligatoirement par la séparation du religieux et du politique. Pendant toute ma vie, en tant que femme musulmane, je n'ai jamais senti que j'avais le contrôle de ma vie. Parce qu'on me disait toujours quoi faire, quoi porter, et même qui je devais épouser. Toutes les décisions étaient prises pour moi. Dès que j'ai réussi à me libérer et à libérer ma fille après un long cheminement, une des premières choses que j'ai voulu faire, mais bien sûr après avoir pris le temps de guérir mes blessures, ça a été de tendre la main à d'autres femmes qui, je le savais, vivaient la même vie que j'avais vécue. C'est pour ça que j'ai écrit mon livre et que je milite essentiellement pour les droits des femmes qui vivent dans des familles musulmanes. Et pour vous, la laïcité? La laïcité, justement, c'est de permettre qu'il n'y ait pas d'intrusion du religieux dans la gouvernance de l'État. La laïcité respecte toutes les religions et n'en favorise aucune. C'est ce qu'il y a de bien au niveau de la laïcité. Vous savez, le monde moderne dans lequel nous vivons n'a pu faire des avancées au niveau social et au niveau même, pour séparer le religieux du politique et de la gouvernance. C'est justement en ayant tous ces combats collectifs. C'est en agissant collectivement pour le bien commun qu'on est arrivé aujourd'hui à des États démocratiques où chaque citoyen a le droit de vivre et de s'exprimer pour peu qu'on respecte un cadre minimal dans lequel nous pouvons tous nous épanouir. PDF Québec est allé en cour supérieure comme intervenant pour soutenir la légalité de la loi 21. Si l'État est laïque,
il est plus facile de refuser les accommodements raisonnables qui portent atteinte au droit à l'égalité des femmes ou même au droit à l'égalité des hommes, en ce sens que, non, l'État ne fait pas de favoritisme, mais ne fait pas d'accommodement qui puisse porter atteinte à l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc, il y a ce volet-là aussi qui est important de la loi 21, mais bien sûr, dont on ne parle pas. C'est un volet essentiel de la loi 21. En 2013, pour le 8 mars, on s'est mis, le comité des femmes de la Coalition Laïcité Québec n'est toujours pas fondé, le 14 novembre 2013, mais pour le 8 mars, on fait un manifeste qui s'appelle « Halte aux attaques aux droits des femmes ». Et puis, parmi 80 textes, le Devoir, c'est notre texte qu'ils ont publié. Et là, on décrivait ce que nous ne voulions plus, ce qu'on dénonçait, puis ce qu'on voulait mettre de l'avant. C'est un peu le texte fondateur de PDF Québec, ce manifeste « Halte aux attaques aux droits des femmes ». J'ai reçu à un moment donné un coup de fil ou un email de Michel Sirois. Je signais des pétitions dans celle qui protestait contre les infractions contre les droits des femmes. Elle avait lu quelques-uns des articles que j'avais publiés et elle m'a invité à collaborer pour les droits des femmes, que j'ai accepté immédiatement. Elle m'a expliqué qu'il était important de développer et d'agir en avançant, en s'appuyant sur une vision universaliste de la femme et non pas sur une vision racialiste, d'autant que par la suite, il y a eu une volonté du gouvernement de tenter d'imposer le silence avec le projet de loi 59 du Premier ministre Couillard sur la criminalisation de l'expression de la haine, mais qui en fait était une couverture pour empêcher la critique de l'islam et donc des atteintes aux droits des femmes. On a travaillé à PDF Québec, il y avait un sous-comité qui était piloté par Michel, qui a préparé un mémoire à présenter en commission parlementaire. Je vous rappelle que la commission est réunie afin de poursuivre les consultations particulières et les auditions publiques sur le projet de loi numéro 59, loi édictant la loi concernant la prévention et la lutte contre les discours haineux et les discours incitant à la violence et apportant diverses modifications législatives pour renforcer la protection des personnes. Je souhaite la bienvenue à l'Organisme pour le droit des femmes du Québec. PDF Québec est un groupe féministe citoyen, mixte, non partisan, créé en 2013 et ayant à son actif plus de 300 membres d'origines diverses. Alors, à ma droite, il y a M. Léon Waknin et Mme Salimata Sall qui va commencer. Nous saluons les modifications qui ont été reportées sur la loi de la protection de la jeunesse, surtout avec l'ajout du contrôle excessif considéré comme une maltraitance psychologique. Cependant, nous avons vu des parents qui voilent leurs enfants, vraiment des jeunes filles qui portent le voile. Nous ne croyons pas que ces jeunes filles ont choisi de se voiler. C'est une forme de contrôle à l'endroit des fillettes. Donc, et on a même entendu, on a vu passer sur les réseaux sociaux des parents disant « Pourquoi vous n'avez pas réussi à voiler vos jeunes filles ?» Je dis « Parce que vous n'avez pas commencé très tôt. » Donc, en commençant très tôt à voiler les enfants, on les contrôle. Je pense que notre mémoire était très important, mais je ne dirais pas que c'est lui qui a fait que le projet de loi ait été retiré en tant que tel. Ça a été la conjonction de plusieurs mémoires et surtout des énormes réactions contre un projet qui était littéralement liberticide vis-à-vis de la liberté d'expression. Des hommes et des femmes d'origine maghrébine, ils ont quitté leur pays parce qu'ils n'en pouvaient plus de l'intégrisme, le conservatisme religieux qui revenait, le code de la famille en Algérie. Les femmes étaient dégoûtées de ça, mais quand elles arrivent ici, ces femmes-là, elles sont scandalisées de voir qu'elles retrouvent, puis que certains types de féminisme
ouvre la porte à ce qu'elles ont quitté dans leur pays parce qu'elles savent, elles, ce que ça veut dire, l'ultraconservatisme. Il y a une image, je me souviens, on avait eu le débat il y a quelques années sur les livres pour les enfants en éducation religieuse, sur le cours éthique et culture religieuse. Puis quand on voulait juste illustrer visuellement la femme musulmane, on y mettait le voile. Je voulais dire, pour les non-musulmans, c'est comme si on installe beaucoup l'idée que comment tu reconnais une femme qui est d'origine musulmane, c'est qu'elle porte le voile. Et pourquoi il faudrait reconnaître une femme musulmane? Est-ce qu'on a besoin de reconnaître un catholique? Pourquoi ce serait la femme musulmane qu'on aurait besoin de reconnaître? Oui, et puis vous voyez, il n'y a jamais... Mais c'est des femmes, c'est des belles dames en général. Hein? On ne choisit pas n'importe quelle femme. Là, par exemple, vous avez vu, on a laissé le cou un petit peu dégagé parce que c'est plus joli avec le cou dégagé. Et donc, on est rendu dans la promotion. On n'est même plus dans fait la promotion. Ça fait la promotion du voile. Écoutez, oui, c'est parce que c'est une image bien spécifique qu'on a choisie, n'est-ce pas? Regardez, on montre ça comme étant un marqueur de l'identité et on valorise l'identité des musulmanes par rapport à ça. Moi, j'en veux pas mal beaucoup aux médias qui nous représentent toujours les personnes venues d'ailleurs avec des symboles religieux. Parce que si elles ne le portent pas, comme par exemple une Tunisienne qui ne porte pas le hijab, c'est pas une vraie Tunisienne. Et on est dans un monde d'images où les explications passent essentiellement par des images et effectivement, ça fait malheureusement concentrer le débat sur le très visible. Alors que c'est plus fondamental que ça, c'est plus important que ça, c'est vraiment une façon d'appréhender la vie citoyenne, qui est très importante. Mais moi, je dirais, je ne mets pas la faute parce que peut-être, nous, on essaie toujours dans nos mémoires de regarder l'ensemble des choses. Effectivement, c'est ce qui ressort parce que là, il y a un os majeur qui est facile à comprendre, en tout cas facile à voir. Mais on a besoin d'éducation. Nos politiciens ont besoin d'éducation. Et je dirais, les médias devraient faire un petit examen de conscience pour savoir dans quelle mesure ils ne contribuent pas à la polarisation du débat ou du non-débat en mettant l'accent essentiellement là-dessus. Mais en même temps, ce n'est pas anodin. Parce que les gens, par exemple, qui vont faire de la politique avec des signes religieux ostentatoires, c'est un geste militant très conscient qu'ils posent. Dès le départ, on savait dans quoi on s'engageait. Les femmes, pour le droit de vote, c'est des 20 ans, 30 ans qu'elles ont été faire leur manif puis leur lobby pour avoir le droit de vote. Nous, ça fait 10 ans. Alors, avec ma collègue Diane Guilbeault, c'est presque tous les jours que nous avons travaillé pour ça. Il y a une satisfaction énorme de faire avancer le Québec. À mesure qu'il y a différents dossiers qui ont tombé, qui nous ont intéressés, exemple, défendre les garderies à 5 $ qui sont devenus à 7 $. On a embarqué dans le dossier également la politique d'immigration. Les crimes d'honneur, non. Le mariage forcé, non. L'approche de PDF par rapport aux enjeux de l'identité de genre, c'est on n'est pas contre les personnes trans. Ça, il faut que ce soit très clair. On n'a jamais été contre les personnes trans. Là où ça ne fonctionne pas pour nous, c'est qu'il y a des revendications d'un lobby, d'un groupe restreint d'activistes trans qui vont à l'encontre des droits des femmes. Donc, c'est là que nous, ça ne fonctionne pas. Je ne suis pas homophobe, je ne suis pas transphobe, je ne suis pas haineuse dans mon langage. Je crois que c'est important que les personnes trans aient leurs espaces, qu'on puisse les accommoder puis qu'on puisse les inclure. Mais faut pas que ça se fasse aux dépens des femmes. Faut qu'il y ait une conversation entre les deux. Nous, c'est ce qu'on demande à PDF Québec, c'est qu'on puisse ouvrir la discussion puis qu'on commence à en parler. Là, ce qu'on voit, nous, par rapport au sport, par exemple, c'est que les podiums sont dominés par des athlètes trans maintenant. Fait que ce n'est plus des femmes qui ont la première ou la deuxième place, c'est des hommes qui s'identifient femmes. C'est important, la sécurité des femmes, peu importe dans leur lieu. On parle des refuges pour femmes, on parle des prisons aussi, on parle des centres pour femmes. Ça touche quand même 50% de la population, là. Fait que c'est pas la façon que c'est amené dans les médias, c'est comme si c'était juste à l'école que ça se passe. Mais ça touche tout le monde. Je me cherchais un groupe.
féministes qui comprenaient que la prostitution, c'est la prostitution, puis que les droits des femmes, c'est pas les droits des LGBTQ, c'est deux choses totalement différentes. Puis c'est comme ça que je suis tombée sur PDF Québec. En fait, même, j'ai trouvé un livre à la bibliothèque qui s'appelait « Pour les droits des femmes du Québec », puis c'est comme ça que j'ai découvert que ça existait. Puis après ça, je suis allée chercher mon membership, puis j'ai décidé de m'impliquer dans le comité de réflexion sur l'identité de genre. C'est sûr que c'est un défi, parce que moi, quand j'en parle à mes amis de PDF Québec, sont tous d'accord avec ce qu'on défend, sauf que c'est de quoi on a l'air. Est-ce qu'ils vont avoir l'air d'être intolérantes? Même moi, avant de m'impliquer à PDF Québec, je voulais pas prendre la parole publiquement, je voulais pas rien faire publiquement parce que j'avais peur pour mon emploi. Je travaillais dans des organismes communautaires de défense des droits des jeunes. Fait que veux pas, moi, les droits LGBTQ, pis ça, je les aborde avec les jeunes, mais je voulais surtout pas qu'on m'associe à PDF Québec parce que je peux me faire couper mes subventions, je peux perdre mon emploi. Tu sais, les conséquences sont assez... sont graves, là. Quel est l'intérêt de l'enfant à être séparé de sa mère à la naissance? On fait des choses qui sont concrètes à PDF Québec. On rencontre des politiciens, on écrit des mémoires, on rédige des articles, des lettres d'opinion, puis ça a un impact, pour de vrai, là. Tu sais, j'ai vraiment l'impression de faire partie de quelque chose qui est plus grand que moi. Vous savez, on dit que c'est le droit des femmes d'utiliser leur corps comme elles veulent, mais en fait, elles renoncent à diriger leur corps pendant 9 mois. Elles remettent toutes les décisions sur leur corps. Mais elles sont consentantes, là. C'est-à-dire que si on accepte le montant d'argent... Oui, elles sont consentantes. Mais vous savez, si c'était vraiment un choix qui est un vrai choix, les femmes riches le feraient autant que les femmes pauvres. Moi, la journée où je verrai une femme ministre ou une femme de Westmount qui accepte de porter un bébé pour une femme qui est sur l'aide sociale, je croirai à cet altruisme et à la possibilité que ce soit un vrai choix. Mais on sait très bien que c'est un choix de femmes démunies. Et le député vient nous dire aujourd'hui, bien, les femmes démunies, vous savez, elles peuvent mettre leurs services aux besoins du marché pour répondre aux besoins du marché que l'on crée. Et ça, c'est un marché qui est créé par des gens riches et ce n'est pas des gens pauvres qui vont s'acheter des bébés. Alors non, du point de vue des droits humains, c'est absolument inacceptable. Avec les grossesses pour autrui, auxquelles nous nous référons avec l'acronyme mieux connu de GPA, c'est aussi la défense des droits des enfants qui nous préoccupe. Nous avons tous vu ces articles dans les médias qui se plaisent à raconter les histoires de couples populaires ayant choisi la GPA plutôt que l'adoption. Le journal La Presse révélait cette semaine que cette industrie génère des milliards de dollars et est en expansion. L'industrie de la GPA est un commerce international qui rémunère des mères porteuses influenceuses sur les réseaux sociaux. Celles-ci font la promotion d'un soi-disant mode de vie très glamour des mères porteuses auprès d'un public de jeunes femmes influençables au Québec et ailleurs. Et le bébé est devenu actuellement le produit de luxe par excellence qu'on peut se procurer par Internet, commander, puis on veut s'assurer aussi que le produit est de qualité. Mais c'est vraiment un produit de luxe. Il y a donneur de sperme, donneur d'ovules. On s'en va dans donneuse d'ovules. OK, je suis dans donneuse d'ovules. Donc là, en ce moment, ce qu'on voit, appartenance ethnique, couleur des yeux, couleur des cheveux, type de donneur, groupe sanguin. Facteur RH, affichage des donneurs. OK. Ah, puis ça continue. Je peux me faire un mannequin, finalement. C'est un enfant à la carte sur mesure. C'est génial, ça donne envie de s'en faire. On affiche qu'est-ce que tu veux. Ah, OK. On va voir les choix. Je serais bien curieuse de voir quelle est l'analyse différenciée entre les sexes que le gouvernement a fait pour modifier le Code civil et permettre la maternité pour autrui. Hein? Ça a l'air si beau, si altruiste, si généreux. Mais c'est en bout de ligne, pour une femme qui consent à faire avoir un enfant pour d'autres, il y en a des milliers qui le font de manière forcée, commerciale, pour gagner leur vie, etc., etc. C'est le même pattern que la prostitution. Même les femmes ont intégré ces concepts, je vous dirais, encore une fois, de l'appropriation du corps des femmes. C'est la même chose quand on parle de la prostitution comme un travail. Je vous dirais que quand j'entends des femmes dire ça, ben c'est offensant, en tout cas, pour moi. On a eu l'influence de la France, entre autres, dans le cas de Florence Moreno, qui est venue au Québec, qui était une amie de Diane Guilbeault. Et puis, eux autres, ils ont décidé de trouver des hommes qui
qui adhéraient à la philosophie de Zéro Macho. Zéro Macho, c'est un organisme qui existe dans 52 pays à travers le monde. La prostitution, c'était un dossier important. Et puis, Zéro Macho constituait une réponse à des groupes comme Stella, ou, qui, eux autres, faisaient carrément la défense de la prostitution, puis transformaient, si vous voulez, les femmes en travailleuses du sexe, en disant, bon, ben écoutez, on va même pouvoir les syndiquer, puis gna gna gna, c'est bon, écoutez, tout le laïus, comme si c'était quelque chose qui était une activité normale. Que l'Assemblée nationale reconnaisse que la population québécoise est composée de plus de 50% de femmes. Qu'on était plongé dans un changement, un bouleversement de la société et du mouvement féministe. Qu'elle reconnaisse que les femmes donnent naissance par le biais d'un accouchement. Qu'elle réitère l'importance de conserver le mot « femme » dans les lois québécoises. Qu'enfin, l'Assemblée nationale rejette toute tentative d'invisibiliser les femmes du corpus législatif québécois. Merci. Quand le ministre de la Justice est obligé de passer une motion à l'Assemblée nationale pour dire on n'effacera pas le mot « femme » des lois, eh bien, il y a quelque chose qui dit qu'il s'est passé quelque chose en 10 ans. Et c'est ça, les 10 ans de PDF Québec. Je pense que, de manière générale, PDF Québec rejoint pas mal mes valeurs. En tout cas, ne serait-ce que pour la liberté d'expression, ça va. Donc, au niveau des valeurs, au niveau humain aussi, je trouve ça vraiment important qu'on puisse réseauter. Puis qu'on puisse faire des actions politiques, là, c'est sûr, parce qu'il se passe des choses, il y a des changements dans les lois qui se font sans que ce soit débattu démocratiquement. Il faut que quelqu'un soit au courant de ça. Donc, PDF fait ce travail-là, donc je dirais qu'il est un peu à l'avant-garde, là. Donc, s'informe sur ces questions-là, ce sont des lanceurs d'alerte, c'est-à-dire avec qui on peut échanger librement. Ça, c'est quelque chose qui est très précieux. Donc, PDF, c'est une façon aussi pour moi d'agir, pour pas avoir l'impression de subir tout ça, là. PDF a acquis ses lettres de noblesse, si on peut dire. Elle est reconnue comme une institution très importante pour le droit des femmes. Et à mon avis, elle est essentielle. Il y a eu tout un travail énorme qui a été fait à PDF Québec, en particulier pour parler des différentes religions sous prétexte de renforcer la diversité. Mais comment pouvoir présenter de façon critique des religions à des enfants qui sont au primaire et au secondaire, puisqu'on ne peut... Il était presque impensable de présenter les religions telles qu'elles étaient vraiment, en particulier l'islam et toutes les autres religions, qui ont toutes pour caractéristique de minorer le rôle des femmes, de leur assigner un statut perpétuel de tutelle. PDF Québec, des fois, dérange. Mais ce que j'aime, c'est la logique derrière la pensée des personnes qui travaillent plus particulièrement aux positions du groupe. C'est la pensée du féminisme radical qui est toujours derrière. Donc, la lutte au patriarcat. Il n'y a plus personne qui s'occupe des femmes précisément. Puis nous, PDF, on va toujours être là pour les femmes. Puis quand je vois ce qui se passe dans les OBNL, on est beaucoup dans l'intersectionnalité, puis ben là, ces gens-là, est-ce qu'ils s'en occupent pour de vrai ou on fait comme on mélange justement leurs croyances misogynes, on met ça, c'est leur culture, il faut les laisser dans leur culture, fait que ces femmes-là, on s'en occupe pas. Tu sais, parce que c'est pas parce qu'ils viennent d'Afghanistan qu'ils ont moins de droits que moi, là. Une fois qu'ils sont rendus ici, ils ont les mêmes droits que moi. Puis si elle se fait battre par son mari, la loi s'applique à son mari. Est-ce que c'est clairement compris qu'ils n'ont pas le droit ou on met ça entre les mains de « c'est leur culture, on fait rien ». Puis j'ai l'impression, de ce que je vois dans le milieu actuel, on laisse ça aller parce que c'est leur culture. Mais nous, ici, à PDF Québec, c'est inacceptable, là.
pour les femmes, il y a encore des barrières par rapport à la santé parce qu'il y a encore dans notre société beaucoup de préjugés. Je vais vous donner un exemple, par exemple, au niveau de la santé physique. Les maladies cardiovasculaires. OK? Les maladies cardiovasculaires chez les femmes sont la première cause de mortalité et elles meurent 5 fois plus d'une maladie cardiovasculaire, d'un infarctus, d'un arrêt cardiaque que le cancer du sein. Il y a aussi une discrimination au niveau des études médicales chez la femme. Les tests de dépistage de maladies cardiovasculaires ont été faits par rapport aux hommes. Alors, si la femme, pendant l'étude, tombe enceinte, on fait quoi? Si elle est ménopausée, on fait quoi? Ça devient difficile. Donc, les médicaments, il y en a beaucoup qui ne sont pas appropriés pour les femmes. Loi sur la protection des jeunes contre l'exposition à la pornographie. Je vous rappelle brièvement pourquoi j'ai voulu agir pour protéger les mineurs, les enfants qui accèdent sans aucune vérification d'âge à ces sites porno de plus en plus hardcore et extrêmes. Il y aurait aujourd'hui près de 4,5 millions de sites porno à travers le monde. Geneviève Desmeules, bonjour Geneviève. Vous êtes administratrice de PDF Québec, PDF qui est pour le droit des femmes. En tant que féministe, vous vous intéressez aux conséquences de la pornographie et de l'hypersexualisation de la femme dans les nouveaux médias et la culture populaire, particulièrement chez les jeunes publics. Et Joanne Jutra, vous avez publié en novembre 2021 l'essai Pornographie que vous avez apporté avec vous. Et depuis 2021, vous êtes responsable du comité sur la prostitution, la pornographie et les violences sexuelles de PDF Québec. On voit, dans le fond, que la pornographie continue d'avoir une influence sur la femme, comment la femme se perçoit, malgré le fait qu'il y a des campagnes publicitaires avec différents types de corps. On continue d'avoir comme ce stéréotype de la femme parfaite. J'imagine que la pornographie a quand même une influence dans ça, dans la société, jusqu'à quel point on pourrait dire... D'abord, ça a une influence importante au niveau de la santé sexuelle. Oui. Parce qu'il y a toujours le phénomène de la femme dans la porno, c'est souvent des gros plans. Hein, sur les seins, sur les fesses, sur les parties génitales. Donc, le corps de la femme se trouve être fragmenté. Donc, ce n'est plus un corps, ce n'est plus un être, ce n'est plus une personne. Ce sont des morceaux de personnes. Ça devient des objets, des particules avec lesquels on peut faire à peu près n'importe quoi. Un enfant qui regarde trop de pornographie peut devenir évidemment accro à cette porno, peut avoir des traumatismes en regardant ces images, peut développer une vision très malsaine des relations sexuelles. Or, on le sait, pour les jeunes, la sexualité doit être une découverte. Ça doit être au début un malaise, ça doit être de trouver ce qui fait plaisir à l'un et à l'autre. Et c'est toute la question du consentement. Or, dans la pornographie, la question du consentement n'a pas d'espace. Je pense que je vais vous inviter, encore une fois, à applaudir ces femmes qui ont décidé de porter la plateforme PDF Québec dans sa première année. Il faut que les femmes soient toujours le moteur principal de la défense de leurs droits et avec l'aide évidemment de gens qui sont absolument d'accord à 100%. Il y a encore beaucoup de travail à faire et puis les femmes sont décidées à faire ce qu'il faut. Elles ont le courage parce que quand tu vis de l'injustice, l'indignation, je me souviens d'avoir vu en Inde l'indépendance avec Gandhi. Il se faisait frapper, puis il restait toujours digne, et puis il se faisait abattre, puis il continuait. Eux pratiquaient la non-violence. Bien, c'est ça que font les femmes aussi. Font des manifestations, font des écrits, etc. Mais il n'y a pas de féministes qui agressent les hommes et qui agressent les enfants. Au nom du féminisme, bien, je pense que ça va nous donner le courage et la dignité que certains peuples nous ont donné comme modèle. Il faudrait plus répandre l'idée qu'être féministe, c'est naturel. Moi, je suis l'espoir en personne. L'espoir, c'est que
les hommes comprennent. On a fait notre chemin. On est allé vite. On est allé vite. Il n'y a pas eu une goutte de sang dans notre révolution. On n'a pas tué personne. Il n'y a pas une femme qui est rentrée dans un collège de gars et qui a tiré des gars. Il faut que les hommes l'admettent. Et ils vont l'admettre. Ils l'admettent, ils ne sont pas cons. Pas tous des cons, les hommes. Ils vont comprendre que tout ce qu'on veut, c'est l'égalité. Puis que l'égalité, ça peut être le fun. C'est ça mon espoir.